Bonjour tout le monde, 18 décembre 2021. Aujourd'hui, je parle de développement durable dans les entreprises de l'Est de l'Outaouais avec un expert en la matière. Je m'entretiens avec l'auteur du livre Recueil tout vestige et Stéphane Ouimet nous dit comment faire pour maintenir les résolutions qu'on va prendre bientôt au début de l'année 2022. Pour débuter l'émission, on parle de développement durable parce que c'est un incontournable, bien sûr, en 2021. Mais on va parler de développement durable selon un angle plus entrepreneurial, selon un angle d'affaires, puisque pour nos entreprises de l'Est de l'Outaouais, ça peut être un défi de prendre ce virage durable. Heureusement, par contre, il y a quelqu'un pour aider ces entreprises dans la région. À la SADC Papineau-Colline, en fait, depuis environ un an, un peu plus d'un an, il y a un conseiller en développement durable pour soutenir les entreprises dans leur virage durable. Alors, on va lui parler aujourd'hui. Bonjour, Moët Jouini. Bonjour Floralie. Moët Jouini, est-ce que réellement c'est un défi pour les entrepreneurs de prendre ce virage durable dans l'Est de l'Outaouais? Effectivement, c'est un défi. Il est très important de travailler là-dessus, de penser à pouvoir développer un peu nos entreprises, notre territoire par rapport à ces enjeux-là. On va certainement parler de tout ça ensemble aujourd'hui. Tout d'abord, je souhaite commencer par la définition du développement durable. Bien sûr. Pourquoi on parle de développement durable? Le développement durable, ça a été défini un peu à l'international par rapport en 87, par rapport à un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures pour répondre aux leurs. Mais au fait, c'est une définition qui reste un peu ambiguë par rapport aux Ouais. entreprises, etc. Et c'est là où on a travaillé au Québec là-dessus. La loi sur le développement durable prend en considération pas mal d'éléments au niveau du développement durable, notamment les dimensions environnementales, sociales et économiques. Et c'est à partir de là où l'entreprise, si elle souhaite pouvoir travailler sur le développement durable, c'est qu'elle doit prendre en considération pas seulement la dimension économique, mais aller sur ces trois dimensions-là. En effet, Donc, certainement, écologique, les trois dimensions, c'est écologique, social, économique? exactement, exactement. Et en fait, toutes ces dimensions-là, il est important de dire que certainement, ça va nous emmener vers certaines contraintes, mais aussi vers beaucoup d'opportunités. Comme quoi, par exemple, quelle opportunité, quel bénéfice ça peut apporter aux entrepreneurs de mettre du temps à développer ce côté plus durable de leur entreprise? Mais au fait, par rapport à nos entreprises, celles qui pensent à prendre le virage durable, et on a beaucoup dans notre région, pas mal d'entreprises y pensent et sont en train de travailler là-dessus. C'est une démarche qui va les amener vers beaucoup de solutions innovantes, qui va les amener vers une réorganisation au sein de l'entreprise, vers une manière de faire autre. Mm. C'est-à-dire que certainement, ça va toucher un peu leur fonctionnement au niveau de leur production, leur fonctionnement au niveau de leurs services offerts aux différents clients. Ça va toucher en quelque sorte ces différents aspects, notamment au niveau côté environnemental dans leur fonctionnement, dans la production, dans la manière de réaliser leur production, notamment au niveau social, dans la manière de gérer les employés, de gérer leur fonctionnement d'une manière générale, leur relation avec leur Mm. entourage, les voisinages, etc., mais aussi au niveau économique, parce que certainement, au niveau de ces opportunités, ça va apporter un avantage économique. Vous Pouvez-vous nous donner, oui, pouvez-vous nous donner des exemples d'initiatives de développement durable dans nos entreprises de l'Est de l'Outaouais, dans Papineau-Colline, par exemple? Là, qu'est-ce qui se fait? Vous les aidez là, directement, là, vous êtes là pour les soutenir, pour les accompagner là-dedans. Quel genre de projet voit le jour en développement durable? Exactement. Aujourd'hui, déjà, nous, ça fait pratiquement, disons 6 mois ou 9 mois où on a commencé à travailler sur la mise en place d'une cohorte relance durable au niveau du territoire de Papineau-Colline. Et cette cohorte, ce n'est pas un projet
qui est lié uniquement au territoire, mais c'est un projet sur lequel tout le Québec est en train de travailler à travers le réseau des SADC du Québec. Au fait, notre SADC, elle avait en charge de recruter plusieurs entreprises pour pouvoir les amener vers des pratiques éco-responsables. Entre autres, parmi ces éléments-là, c'est qu'on encadre l'entreprise à travers un diagnostic personnalisé, à travers le développement d'un plan d'action personnalisé et avec l'entreprise, et à travers la mise en place des actions éco-responsables. Ce projet-là a vu le jour grâce à des fonds, notamment le fonds EcoLeader et le fonds du Grand Mouvement de Desjardins, et l'apport des SADC à travers le Québec. Oui, fait que par exemple, quelle entreprise est là-dedans, puis qu'est-ce qu'ils vont faire là, comme changement concret là, pour être plus durable? On a aujourd'hui recruté pratiquement on a prévu une capacité de recrutement pour une douzaine d'entreprises sur la région, sur le territoire Papineau-Collines. Aujourd'hui, on en est à 83% des recrutements, c'est-à-dire qu'on est pratiquement à 10 entreprises qui ont adhéré à ce programme, ce qui dénote en quelque sorte que pas mal de nos entreprises souhaitent aller vers le virage durable. Et parmi ces programmes-là, les entreprises, on est en train de les accompagner pour identifier, on fait un diagnostic social, environnemental et économique, et on est en train d'identifier dans leur plan d'action des actions concrètes pour aller vers l'éco-responsabilité. Notamment, par exemple, prenons, je sais, à moins que vous en ayez un autre, mais je sais que la ferme Chapeau-Melon, ici dans la région de la Basse-Lièvre, c'en est une entreprise qui fait partie de votre programme. Comment cette entreprise prend le virage durable avec vous? Effectivement, avec Chapeau-Melon, c'est une entreprise qui est dans le secteur agricole. Je vais vous parler de plusieurs secteurs aujourd'hui. Je vais essayer de vous parler de différents secteurs, mais notamment dans le secteur agricole, on travaille sur pas mal d'éléments, notamment la revalorisation des coproduits et des rejets. On travaille sur la revalorisation des partenariats avec au niveau pour éventuellement nourrir des animaux avec des rejets, avec des déchets, etc. Pour la favorisation de la santé du sol, le traitement des milieux humides, l'identification des émissions de gaz à effet de serre et essayer d'implanter dans les espaces qui ne sont pas vraiment fertiles pour l'agriculture, d'implanter des arbres éventuellement pour pouvoir compenser ces émissions-là. Ça, c'est des actions concrètes qui touchent en quelque sorte comme des fermes comme la ferme Chapeau-Melon. Ça peut prendre combien de temps pour vous pour accompagner une entreprise vers ce développement? Parce qu'il y a une analyse que vous faites, il y a un plan d'action. Ça ne se fait pas en claquant des doigts, là. Ça ne se fait pas en 3 mois, j'imagine. C'est certain. Nous, on a lancé ce projet au mois d'avril dernier, mais ce projet, il est prévu pour finir d'ici fin 2022. C'est-à-dire tout dépend des rythmes de l'entreprise par rapport à la collaboration, mais généralement, on prend une durée de l'ordre de 4 mois par entreprise pour pouvoir l'accompagner du diagnostic jusqu'à la mise en place d'actions. Parce que l'objectif, ce n'est pas aussi d'identifier un plan d'action et de s'arrêter ici, mais plutôt de mettre en place les actions et de pouvoir les réaliser. Pour que ces actions soient durables dans le temps, pour qu'elles soient concrètes pour l'entrepreneur et qu'elles soient vraiment durables, là, comme on disait, là, on ne veut pas que ce soit… on veut pas que les actions qu'on fait dans le présent nuisent au futur. On veut que tout ça soit durable. Monsieur Moïse Jouini, merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. On reçoit maintenant un professeur de littérature à la retraite qui vient d'écrire son premier livre intitulé « Recueil tout vestige ». Alors, cet auteur, je l'ai avec moi, Claude Larouche. Bonjour. Bonjour. Ce livre, on pourrait le qualifier de récit autobiographique, mais je sais que vous mettez quelques bémols à cette qualification puisque ce n'est pas un récit de votre naissance jusqu'à la fin de votre vie dans l'ordre des choses. Vous avez relaté des événements de votre vie selon un ordre que vous aviez en écrivant.
Alors, selon ce qui vous venait à l'esprit, vous écriviez et c'est l'ordre dans lequel viennent les événements dans ce livre. Pourquoi c'était important pour vous d'écrire ce livre, ce recueil autobiographique? Oh, ben, c'est que rendu à l'âge que j'ai, on fait un peu le bilan de sa vie et on veut léguer quelque chose. Alors, je l'ai d'abord écrit pour léguer vraiment à mon fils le parcours de ma vie, qui a été un parcours vraiment qui s'est invité vraiment dans toutes sortes d'événements et puis qui ont formé la personne que je suis. Alors, je voulais d'abord vraiment léguer à mon fils mon itinéraire et puis à mes amis aussi et à des connaissances que j'ai. Alors, Mhm. c'est un peu l'idée vraiment de laisser des traces avant de lever les pattes, comme on dit vulgairement. Qu'est-ce que Alors, vous, c'est un peu ça. ouais, qu'est-ce que vous souhaitez que les gens retirent de la lecture de cette autobiographie? Est-ce que même les gens là, qui ne vous connaissent pas personnellement peuvent retirer quelque chose de cette lecture? Ben, je souhaite vraiment que la retraite soit active et non pas passive. Parce que prendre sa retraite, ce n'est pas attendre vraiment que quelque chose arrive, c'est contribuer, continuer à contribuer vraiment à la vie qui existe avec ce que nous sommes en réalité. Et l'expérience de vie que l'on a et puis que l'on a eue et qu'on relate d'une certaine façon. Alors, j'aurais pu la relater vraiment dans un récit chronologique, ce qui ne m'intéressait pas parce que je trouve qu'il y a des moments de ma vie qui sont plus ou moins intéressants et je voulais aller vers les fragments de ma vie qui ont été significatifs et qui ont formé la personne que je suis maintenant. Alors, c'est pour ça que j'ose à peine appeler ça une autobiographie. C'est un récit, un peu de forme poétique. Je dirais que le style est poétique. Et en gros, ce que j'ai voulu mettre dans ce récit-là, c'est les moments importants, fondateurs de ma vie et ce que j'appelle mon ADN psychique. Mhm. Alors, c'est un peu ce que j'ai voulu léguer vraiment à mon fils, à mes amis et à mes connaissances et à d'autres lecteurs éventuellement. Oui, parce que je crois que vous dites, puisse mon unique descendance et quelques lecteurs y trouvent une substantifique moelle qui les incitera à croire en leurs rêves. Alors, c'est un passage Oui, que j'ai lu dans votre livre. oui. Alors, peut-être qu'en lisant votre livre, justement, si on peut croire en nos rêves davantage, ben, ce sera déjà un succès de votre livre. Monsieur Larouche, par contre, est-ce que c'est facile d'écrire une autobiographie parce que vous en avez vécu beaucoup d'événements dans votre vie? Vous l'avez dit, vous avez 77 ans. Comment on fait pour sélectionner des événements à Ah, écrire sur ben, je papier? pense que les événements s'imposent en réalité. Les événements s'imposent d'eux-mêmes, vraiment, ce qui a été marquant dans notre vie. Je pense qu'il n'y en a pas une multitude d'événements. Il y en a quelques-uns qui ont été déterminants vraiment pour faire la personne que je suis aujourd'hui. Et ces événements-là peuvent être des événements de l'enfance et des événements que j'ai vécus dans ma jeunesse Mm. et des événements que je vis à l'âge adulte. Mhm. Alors, je trouve que ça tourne autour des grands thèmes de la vie, l'amour, la création, l'activité professionnelle que l'on mène. Bon, je pense que je n'invente pas la roue en réalité. Je n'invente pas de nouveaux thèmes. Je vais vraiment dans les grands thèmes qui façonnent la vie de quelqu'un. Prenons un exemple justement dans votre livre. Dans les premières pages, vous avez un passage que vous intitulez L'Odyssée polonaise. Ça fait référence à un voyage important dans votre vie en Europe. Pourquoi vous avez commencé votre livre avec cet événement et qu'est-ce que vous y racontez dans ce passage? Ben, c'était un moment de ma vie où je cherchais vraiment à concilier deux aspects de ma personne, le corps et l'esprit. Et j'étais beaucoup dans ma tête, et dans ma tête, dû à la formation littéraire que j'avais eue et les lectures des poètes, en réalité, j'aspirais à devenir un vers d'une certaine façon, mais ce qui compliquait les rapports avec le corps et tout ça. Et
à ce moment-là, donc, je me suis mis en quête, la quête de mon Graal, en réalité, pour trouver l'unité psycho-charnelle de ma personne. Et polonaise, pourquoi? Parce qu'il y avait un homme de théâtre en Pologne, vraiment, qui travaillait d'une telle façon avec le côté physique du travail de l'acteur. Et je me suis dit qu'il y avait peut-être une réponse à ma quête vraiment en Pologne. Alors, c'est là vraiment ce qui m'a amené à passer vraiment, à faire un grand voyage de 14 mois, et dont 6 se sont passés en Pologne. Et je m'étais dit en partant que j'allais revenir au pays lorsque je me serais rencontré. Alors, ce voyage-là a commencé en Pologne, il s'est poursuivi à Paris, et après ça, avec mon sac à dos, une grande virée à travers les pays de l'Europe et de l'Afrique du Nord. Est-ce que vous vous êtes rencontrés finalement? Est-ce que vous vous êtes retrouvés? C'était votre objectif avec ce voyage? Oui, oui, ça a été un moment fondateur. J'ai été probablement le moment le plus fondateur après ma naissance, ce qui me fait dire que je suis né ici, dans la maison que j'habite, vraiment, qui est la maison de mes ancêtres, et qui date de 1884. Mais en même temps, si je suis né ici, je me suis mis au monde moi-même à Paris, vraiment, à la faveur de cette quête que j'ai faite et qui a commencé en Pologne et qui s'est déroulée vraiment pendant 14 mois. Alors, j'ai été prêt à revenir au pays 14 mois après mon départ. Et ça a été vraiment pour moi un nouveau départ dans la vie, de sorte que si je suis né ici, à Ripon, je me suis mis au monde moi-même à Paris. Là-bas. Et j'imagine que alors, Paris, c'est donc le lieu de ma renaissance. Je suis né ici, mais Paris, c'est le lieu de ma renaissance. Oui, un moment fondateur, comme vous dites dans votre livre. Oui. Et écrire un livre comme ça, justement, ça vous replonge dans des souvenirs. Est-ce qu'il y a un passage que vous avez écrit pendant lequel vous avez versé quelques larmes? Ah, il y en a quelques-uns. Il y en a quelques-uns. Il y a, là, il faudrait que je garde ma contenance parce que parfois, quand je les évoque, vraiment, je deviens encore ému. Il y a le passage vraiment de la rencontre de Chantal Bellumeur, avec laquelle j'ai fondé une compagnie de danse à Québec, le groupe Danse Partout, et qui a été la compagne de ma vie pendant 30 ans. Et Chantal est décédée il y aura bientôt 3 ans, au début de janvier. Alors, ça a été la femme de ma vie et avec laquelle vraiment j'ai, au plan culturel, elle m'a fait découvrir le monde de la danse. Et puis, c'est une personne qui a eu une très, très belle carrière en danse. Et elle a été la première chinoise dans le Casse-Noisette de Fernando en 1965. Ensuite de ça, elle a étudié la danse à Paris, le classique, et ensuite le moderne avec Martha Graham à New York. Et puis, finalement, grâce à elle, j'ai été amené à connaître tout un milieu de la danse, Madame Chériaev, Fernando, des danseurs de la compagnie José Limon à New York. Enfin, c'est tout un monde vraiment que j'ai découvert à travers elle. Et puis, on a fondé ensemble cette compagnie de danse à Québec, vraiment, et à la tête de laquelle on a été tous les deux pendant une dizaine d'années. Alors, vous nous racontez... Ce moment-là, ça a été un moment important. Et puis... Alors, vous nous racontez ces moments avec votre compagne de vie. Vous nous racontez aussi vos moments dans l'enseignement de la littérature. Vous avez terminé votre carrière justement en enseignement au Cégep de l'Outaouais, mentionnons-le, et vous êtes résident de Ripon aujourd'hui, puisque vous êtes aussi de Ripon. Vous avez fait quelques bifurcations ici et là, mais vous êtes bien de l'Outaouais. Claude Larouche, merci beaucoup pour cet entretien. Bien, ça m'a fait plaisir et merci à vous également. Et pour vous procurer une copie de ce livre, Recueil tout vestige de Claude Larouche, vous pouvez le contacter par courriel directement. Il vous fera l'envoi d'une copie ou encore il est disponible directement au Centre d'action culturelle de la MRC Papineau à Montebello. Bonjour Stéphane Ouimet. Bonjour Floralie, ça va bien? Oui, merci. Et toi?
Absolument. Moi, quand il fait soleil, ça me fait sourire. C'est rien que ce que j'ai besoin. Ben oui, on le voit, le soleil, là, à travers tes fenêtres. C'est magnifique. Absolument, on va en Puis, profiter. ben oui, Stéphane, là, tu veux déjà qu'on parle de résolution. C'est pas un peu trop tôt de parler de résolution en décembre? C'est parce qu'à chaque année, on me demande tout le temps, là, après le temps des fêtes, de dire hey, comment on fait pour maintenir nos résolutions? Parce qu'évidemment, là, c'est pas compliqué. Là. Si vous prenez des résolutions, qu'est-ce que vous pensez qui est la résolution la plus prise après en nouvelle année? Moi, être en meilleure santé, faire plus d'exercice, perdre du poids. Donc, oui. hey, je deviens quelqu'un pour transmettre ce message-là. Mais la réalité, par exemple, c'est qu'il est excessivement important dans mes recommandations, je mentionne souvent de dire prenez vos résolutions avant le temps des fêtes. Fait que comme ça, vous allez être dans un meilleur contexte. Et donc, quand je dis ça au mois de janvier, ça fait moins de sens. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on parle déjà de nos résolutions. Puis, prendre des résolutions, par contre, c'est pas simple. Hein? On ne les maintient pas toujours. Il y a peu de personnes au Canada déjà qui prennent des résolutions. Et parmi ceux qui les prennent, ben, il n'y en a pas beaucoup qui les maintiennent pendant 1 an. Hein? Oui, on s'aperçoit en fait qu'autant au Québec qu'au Canada, il y a environ 25 des gens qui prennent des résolutions. Puis évidemment, ça, c'est des statistiques pré-COVID. Est-ce que ça a changé avec la COVID? Je pense que les proportions se ressemblent beaucoup. Ce qu'on voit, par exemple, c'est que c'est quand même à la mode de prendre des résolutions pour un certain groupe d'âge qui est les 18 à 34 ans, qui, eux, leur proportion est environ 45 de eux dans les sondages disent qu'ils vont prendre des résolutions. Mais là, plus on prend de l'âge, plus on arrive dans nos fameux boomers, seulement 17 des boomers font prendre des résolutions. Moi, je me dis qu'à un moment donné, c'est parce qu'ils ont comme réalisé qu'ils n'étaient pas capables de les maintenir ou tout simplement ce qu'ils se sont dit, l'activité physique, là, c'est pas en janvier qu'il faut prendre et changer ces habitudes-là. Il faut le faire tout le temps. Et selon moi, j'espère qu'ils vont avoir appris avec leur grande sagesse qui vient du temps de prendre des résolutions pour toute l'année et non seulement qu'en janvier. Mm-hmm. Mais pourquoi c'est si difficile de maintenir des résolutions, en fait? Ben, en fait, il y a plusieurs différentes raisons pourquoi il est difficile de maintenir nos résolutions. Puis si on prend les résolutions qu'on prend en janvier, évidemment, le temps de l'année joue un rôle excessivement important. Manque de luminosité, commence à faire froid, c'est après Noël, les cartes de crédit sont maxées, on a trop bu, on n'a pas assez dormi, on est super stressé, on est hyper fatigué. Et là, on va demander à notre corps de dire « Hey, ce serait le fun que tu peux t'imposer un stress sur une longue période de temps. » On n'est malheureusement juste pas dans ce genre de dynamique-là. La deuxième chose, c'est pas nous autres qui l'a choisi, ce temps-là, parce qu'il est imposé par une date. Simplement, là, les gens, là, la motivation, ça vient d'intrinsèque, ça vient de nous. Ça ne peut pas venir d'une date. Donc, la plupart des gens qui prennent ces résolutions-là, malheureusement, ils n'ont pas passé à travers les différentes étapes. Ils ne sont pas prêts à prendre ces résolutions-là. La troisième, ben, c'est une question de planification. Puis ça, ce n'est pas juste en janvier. Souvent, les gens, ils ne savent pas tout à fait où ils se situent en termes de leur propre santé. Donc, ça, c'est savoir comme faire un bon bilan de départ. Ensuite, il faut aussi savoir où est-ce que je m'en vais. Donc, d'être bien encadré, d'avoir une structure, d'avoir quelque chose qui est à la fois percevable, quantifiable, mais qui me permet aussi de dire je fais bien, je m'améliore, je respecte ce que j'essaie de faire, je m'en vais vers du mieux. Et finalement, ben, il faut aussi savoir à peu près où est-ce qu'on est rendu. Tu sais, si je n'ai pas vraiment de suivi, je ne suis pas capable de voir si je m'améliore ou non, bien évidemment, les gens tombent dans un néant, perdent la motivation, puis ça va de côté. Puis finalement, ben, c'est une question physiologique. On sait qu'on n'est pas capable d'enlever une mauvaise habitude et malheureusement, on en a. Moi, je dis souvent aux gens, tu sais, chasser le naturel puis vont revenir à vélo. C'est simplement parce que si vous ne faites rien, là, votre corps, ça va être tenté de ne rien faire et non de vouloir s'imposer un stress qui est l'activité physique, même si c'est le fun, même si tout le monde se garoche. Le naturel chez l'être humain, là, c'est d'être le moins stressé possible. Malheureusement, l'activité physique, pour la plupart d'entre nous, c'est un très, très grand stress. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant pour maintenir ces résolutions? On sait je vais dire on ne les maintient pas, mais est-ce qu'il y a des trucs pour les maintenir? Bien, évidemment, là, moi, je veux toujours donner des suggestions. C'est la même chose avec l'activité physique. Même si on sait que c'est difficile, il faut quand même essayer de travailler très, très fort. La première chose, c'est de bien comprendre les différents stades de la motivation, puis où est-ce que je fais pour une mise en action. Par exemple, le premier stade, c'est ce qu'on appelle la pré-contemplation. Ça, c'est quand tu vois des annonces à la télé, puis tu dis, ouais, c'est vrai que peut-être que je devrais faire quelque chose à propos de ma santé. Là, je l'ai dit à l'avant de la TV, mais c'est sûr que en prenant les douches le matin, il y en a beaucoup qui réalisent qu'en 2022, comme dans les autres années, c'est le temps de se mettre en branle. La deuxième, c'est la contemplation. Ça, là, c'est quand la gym ou les cours de conditionnement physique, ça fait partie des plans. Tu n'as pas juste commencé à y penser, mais là, concrètement, tu vas dire, hey, qu'est-ce que je fais? Où est-ce que je vais? Tu prends de l'information, tu planifies tout ça. Troisième étape qu'on appelle la préparation, c'est celle où on s'inscrit.
Là, je le dis, là, si vous inscrivez un cours de conditionnement physique, vous inscrivez un gym, ça ne s'arrête pas là. Ce n'est pas ça qui va améliorer votre condition physique. Il faut aussi passer à la quatrième, et très importante, la plus difficile de nos étapes, c'est celle de la mise en action. Maintenant, il y en a une cinquième qui s'ajoute à la mise en action. C'est celle où il faut continuer de faire, la phase de maintenance. Oui. Et moi, je dis souvent aux gens, si vous êtes du genre à dire, ouais, ça fait 3 mois que je t'inscris au centre de conditionnement physique, j'ai vu aucun changement à mon corps, je pense que demain, je vais y aller pour aller voir ce qui se passe. Probablement que vous devriez y aller un petit peu plus souvent. Mais maintenant, quand même, les gens, quand ils prennent des résolutions, ils vont pour un certain temps, mais en effet, c'est la maintenance qui est difficile. absolument. Ils peuvent y aller pour un mois, le premier mois, janvier, et bravo! Mais là, ouais. c'est ça, c'est maintenir dans le temps jusqu'à l'année d'après, ça, c'est... Mais c'est ça qui est difficile. Mais souvent, les gens, ils prennent des résolutions qui sont beaucoup trop grandes et difficilement, j'aime pas le terme, là, mais quantifiables. Tu sais, quand tu dis à quelqu'un, ma résolution, c'est perdre du poids. OK, mais comment on fait? Là? Parce que est-ce qu'on échoue? On fait 30 minutes d'exercice à tous les jours, on ne perd pas de poids, est-ce qu'on échoue à notre résolution? Moi, je leur dis, donnez-vous un petit twist positif. Dites-vous que vous allez faire 30 minutes d'exercice. Celle-là, vous êtes capable de dire, aujourd'hui, check, atteins mon objectif. Demain, check. Je ne change rien. Est-ce qu'il y a des changements dans mon corps? Oui. Est-ce que je m'en vais vers une pente positive? Définitivement. Mais, excuse-moi, je ne veux pas dépasser mon temps. Évidemment, on est vraiment là sur quelque chose qui est excessivement positif. Faites des petits objectifs. Misez sur des petits objectifs. Le corps, il aime ça. Le cerveau adore réussir. Ça le motive vers une autre étape. Donc, plutôt que de vous choisir quelque chose qui est absolument immense, rapetissez tout ça. Moi, j'aime ça le faire en famille. Ça me donne des amis motivateurs. J'ai comme pas vraiment le choix. Fait que quand moi, ça me tente pas, là, mon petit gars, il me tire sur les oreilles. Tu me dis, papa, tu m'as promis 30 minutes de patinage tous les jours. Arrête tes patins. Ah ouais, on y va. Donc, le faire en ami, avec la famille, avoir d'autres motivateurs, de trouver un contexte qui est positif. Dites-vous là, que si votre résolution, c'est de faire de l'exercice, puis vous choisissez quelque chose dans lequel vous n'avez aucun plaisir, vous êtes voué à l'échec. Plaisir, quelque chose de précis, quantifiable avec la famille. Stéphane Ouimet, merci beaucoup. Merci, Florette. Bonne santé. Et merci à vous d'avoir été là pour cette dernière émission de TVC Info Weekend qu'on vous présente à chaque fin de semaine depuis le mois de septembre. Et on vous donne rendez-vous pour la prochaine émission et dernière émission de TVC Info en semaine dès ce mercredi. Alors, portez-vous bien d'ici là. À bientôt.